sais que Jules n'est plus là, mais je sais aussi que vous ne serez jamais seul. Car Jules François Bocandé a déjà touché, au regard de la levée solidaire et unanime du peuple sénégalais, autour de lui, l'instant sublime de la postérité. Au Casa Sport, au comité Allez Casa, au monde sportif et à toute la jeunesse du Sénégal, j'exprime mes condoléances ainsi que celles de la nation sénégalaise. Gloire à toi, Jules François Bertrand Bocandé, ultime match d'un footballeur exceptionnel, souvenir éternel de joueur de légende. Le lion n'est pas mort, il est endormi. Alors repose en paix, très cher Bocandé, tu nous manques déjà. Nous nous rendons justement à Ziguinchor où les obsèques de Jules François Bocandé ont eu lieu. Nous retrouvons tout de suite Aïssatou François Sec. Bonsoir Françoise. Bonsoir Maïmouna, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTS. Vous l'avez dit Maïmouna, évidemment Jules François Bocandé repose désormais parmi ses siens ici au cimetière mixte de Santhiaba, aux côtés de ses parents, sa maman et son papa. Beaucoup de gerbes de fleurs il y a un peu plus d'une heure et ses enfants qui portent le cercueil de Jules François Bocandé pour l'inhumer justement dans cette tombe carrelée que nous avons visitée il y a 2 jours. Et puis la dernière prière effectuée par l'abbé Jean-Marcel de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Jules François Bocandé au milieu de ses amis, de ses parents, mais aussi de toute la population de Ziguinchor qui a tenu à rendre un vibrant hommage à cet enfant du terroir. Alors, en ce moment, il faut dire que la famille est en train de recevoir les condoléances parce qu'il faut dire également que l'enterrement, l'inhumation de Jules François Bocandé a eu lieu il y a un peu plus d'une heure. Mais un peu plus tôt dans la soirée, dans l'après-midi, en début d'après-midi, la cathédrale a refusé du monde à l'occasion de la messe d'enterrement de Jules François Bocandé, une messe que les téléspectateurs ont pu suivre en direct sur nos antennes. Alors, il faut dire qu'après l'arrivée de la dépouille de Jules François Bocandé ce matin à 9h à l'aéroport de Ziguinchor, le cortège funèbre a emprunté les rues de Ziguinchor pour une longue procession. Et une longue procession s'est ébranlée vers Boudodi, le lieu de résidence de Jules François Bocandé. Retour sur cette procession avec Pape Madi Diop. N'aie pas peur, il te tient la main. Sois confiant. Le véhicule militaire transportant la dépouille de Jules François Bocandé a été accueilli par une foule nombreuse qui attendait devant l'aérogare de Ziguinchor. Les avonnés, Djignabo Bassène et Émile Badiane, sont jalonnés par une jeunesse debout, décidée à accompagner Bocandé dans ce qu'il est convenu d'appeler le dernier tour de ville de Jules François Bocandé. Au premier plan, le comité des supporters Allez Casa. Le cortège funèbre trouve des difficultés à se frayer un passage. Sportif, toutes disciplines confondues. Il n'a pas dit que tu coulerais. La presse nationale et internationale, dans toutes ses composantes, tient à relayer et à immortaliser l'événement. Les corps militaires et paramilitaires sont présents tout au long du trajet. Partout
tout le cortège funèbre est passé, c'est la tristesse, la désolation, l'émotion qui se lisait dans les visages des populations. En ce mercredi 16 mai 2012, les cours ont vaqué dès 9 h dans la commune de Ziguinchor. Les tout petits sont au rendez-vous et de manière innocente disent adieu, tonton Bon. Voilà, comme vous l'avez constaté, Maïmouna, il y avait foule à Ziguinchor. Personne ne voulait se faire raconter cet événement, le retour de l'enfant de Ziguinchor dans son terroir. Ils étaient tous là pour rendre un ultime adieu, un ultime hommage à leur fils. Alors l'émotion était grande à Ziguinchor, une procession qui a duré des heures sous les yeux attristés d'une foule, sous les yeux d'une foule attristée, nous dit Pape Madi Diop. N'aie pas peur, il te tient la main. Sois confiant, croisons. Ces populations ziguinchoroises sont étreintes par une douleur inconsolable. N'aie pas peur. Paradoxe, les plus petits semblent plus tenaces, téméraires, parce qu'ayant consacré un peu de leur temps à écrire des petits messages d'adieu à Papa Bob. À la maison de résidence de Jules François Bocandé. Pas dit que tu sombrerais, il a dit. L'aspect traditionnel des funérailles est organisé par la famille. Maïmouna, beaucoup d'émotions à Ziguinchor. Je vous le disais tantôt, les Ziguinchorois qui ne sont pas prêts d'oublier Jules François Bocandé. Ils l'aiment tellement qu'ils ont décidé d'organiser un panel pour immortaliser justement l'œuvre de François Bocandé afin que la flamme allumée par ce lion reste toujours allumée. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du Casasport. Il s'appelle Siaka Bodjan. Il s'explique sur le panel qui sera organisé par le Casasport demain ici à Ziguinchor. Le grand panel qui va être organisé au cercle amical de Ziguinchor, et il s'agira pour l'ensemble des segments de la population, les sportifs, les administratifs, les autorités, de réfléchir sur d'abord le legs de Jules François Bocandé, ensuite sur l'immortalisation de l'homme, ce qu'il faudra laisser à la postérité et comment faire pour que nous ne puissions pas oublier Bocandé. Donc ce sera un panel qui va s'organiser le jeudi matin à partir de 9 h au niveau du cercle amical. Voilà, donc c'était le secrétaire général du Casasport qui s'expliquait sur le panel. Alors, Maïmouna, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons devoir rendre l'antenne. Voilà, je pense que Françoise, vous avez dit l'essentiel. Nous souhaitons simplement que la terre de Ziguinchor soit légère à Jules François Bocandé. Merci à vous et à toute l'équipe de la RTS. Merci. Qui était déployée donc à Ziguinchor. Merci, mais Maïmouna, nous devons remercier
remercier quand même ceux qui nous ont aidés ici au niveau de Ziguinchor. Je veux parler du commandant au niveau de l'aéroport. Je veux également parler de la gendarmerie nationale. Je veux parler des prêtres qui sont ici au niveau de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue et puis du président du Casa Sport qui nous a facilité la tâche. Nous remercions tout le monde et puis nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs certainement dans Galaxy pour exploiter d'autres images parce que nous en avons beaucoup et je pense que toutes ces images seront traitées dans d'autres émissions sportives pour immortaliser l'œuvre de Jules François Bocandé. Merci à toute l'équipe technique, merci à la mairie de Ziguinchor, monsieur Abdoulaye Baldé également. Merci à tous et puis à très bientôt. Voilà, à très bientôt Françoise et bon retour à Dakar. La suite de l'actualité, nous parlons toujours de Jules François Bocandé. Jules Bocandé n'a pas été le plus capé ni le meilleur buteur de l'équipe nationale. Pour autant, la nation et le peuple lui ont rendu un hommage sans commune mesure. D'une certaine façon, il est entré dans un panthéon virtuel et dans l'histoire réelle du Sénégal. C'est une leçon de patriotisme sportif qu'il lègue à la postérité, mais son rêve post-mortem est qu'un jour, les Lions soient sacrés champions d'Afrique, voire du monde. Bocandé in memoriam, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Si le Sénégal avait un panthéon, Jules François Bocandé y aurait gagné une place aux premières loges, certainement. En considérant ce vocable comme l'ensemble des personnages célèbres d'un pays, une autre acception du mot, Bocandé figure déjà au registre car jamais la disparition d'un homme n'a été autant vécue, autant médiatisée et commémorée. Pas même celle de Senghor, le père de la nation, élevé pourtant au rang d'immortel. D'ailleurs, l'immortalité ne peut se concevoir que dans l'étendue et la qualité du legs. C'est ce qui survit dans la mémoire des survivants. Les morts gouvernent les vivants, Auguste Comte l'avait dit. Les commémorations sont des moments de souvenir, de vie intense, avec, paradoxe, quelqu'un qui n'est plus. De questionnements intérieurs, d'introspection et pour beaucoup de retour à Dieu. Ces événements sont aussi des repères sur la ligne chronologique de l'existence dont les bornes de l'intervalle se resserrent sans cesse pour se confondre et sonner ainsi le glas selon les lois immuables de la vie, espace-temps fini s'il n'est pas prédéfini. Au-delà d'un rituel de circonstance, du refus du linceul de l'oubli, ces actes mémoriels appellent la nécessaire perpétuation des valeurs incarnées et de l'idéal julien. Bocandé a eu un destin de joueur, pas comme les autres. D'abord banni, il regagne la considération et l'estime perdue, ce qui lui ouvre les portes de la gloire et peut-être de l'éternité. Il ne s'agit pas ici et maintenant de discuter s'il a été le meilleur de sa génération. Sûrement qu'il aura eu plus d'aura dans un collectif, plus de buts, plus d'argent à un moment, mais aussi une vie plus courte. Elle s'est achevée brutalement. Bocandé n'était ni un dieu ni un saint, tout juste un être humain dans sa dualité, un sportif qui avait l'amour de sa patrie, un lion qui savait mouiller le maillot. Après tant d'efforts, de rires et parfois de pleurs mêlés de sueur, il quitte le gazon vert pour le repos éternel dans sa verte Casamance, à l'ombre des manguiers, des palétuviers et des palmiers. Et déjà, dans son sommeil, un rêve obsessionnel que le Sénégal remporte enfin un titre au moins continental. De là-bas, il priera pour que cet espoir soit un jour proche une réalité à célébrer et non à commémorer, comme l'anniversaire de sa disparition, forcément triste. Chronique signée Oumar Diaw. Toutes les mesures sont prises pour la sécurité du grand pèlerinage marial de Popenguine. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Intérieur. Mbaye Ndiaye a présidé un conseil régional de développement pour la circonstance. Tous les services techniques de l'État sont prêts. L'eau, l'assainissement, l'hygiène, rien ne sera laissé au hasard. René Léon Fonseca. À quelques 2 semaines de la 124e édition du pèlerinage marial de Popenguine, l'heure est à la réflexion. La sécurité, l'hygiène, l'eau, la santé, bref, toutes les questions ont été passées au crible lors de ce CRD. Pour les autorités, pas de souci à se faire. Toutes les mesures seront prises pour la réussite de l'événement. Tous les problèmes qui ont été passés en revue, la santé, la sécurité, l'hygiène, l'énergie, l'eau, tous les problèmes qui ont été soulevés ont trouvé des réponses satisfaisantes.
Mais surtout, nous en profitons pour lancer un appel sur un aspect extrêmement grave qu'on passe souvent sous silence, celui de la sécurité routière. De même que la sécurité des personnes, la vente d'alcool et la musique, par exemple, seront strictement interdites aux alentours du sanctuaire. Plus de 300 gendarmes seront au devant de la scène pour parer à toute éventualité. Du côté du clergé, on est satisfait. Toutes les rubriques que nous avons eu à toucher, les chantiers ont été établis et vraiment nous en attendons beaucoup de satisfaction puisque dans le passé, tout ce qui avait été initié aussi au nom de cette réunion, au niveau de cette réunion nationale, avait trouvé pour la plupart un heureux aboutissement. Donc c'est une grande satisfaction. Le pèlerinage marial de Popenguine s'annonce donc sous de bons auspices. Un grand moment de ferveur et de prière pour plus de 200 000 fidèles attendus. L'abrogation du décret instituant la taxe sur les appels téléphoniques entrants est effectivement entrée en vigueur. Le ministre de l'Information, de la Communication et d'éthique, en compagnie du directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes et de la représentante du ministre de l'Économie et des Finances, était face à la presse ce matin pour revenir sur cette mesure, compte rendu d'Ibidja. Édifier l'opinion sur les tenants et aboutissants de l'abrogation du décret sur les appels téléphoniques entrant au Sénégal a été l'objet de ce face-à-face entre les autorités et la presse. Une promesse de plus que vient de tenir le chef de l'État Macky Sall. L'abrogation du décret instituant les surtaxes était inscrite en première position sur la liste des mesures des clés proposées aux Sénégalais dans la rubrique Télécom, TIC et Services du programme Yoonu Yokkute du candidat Macky Sall. La mesure est entrée en vigueur hier, mardi 15 mai 2012. Pour ce qui concerne le volet contrôle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Il faut dissocier le contrôle des aspects financiers. Le contrôle est une obligation régalienne de l'État. La taxe sur les appels entrants devrait permettre à l'État d'engranger des recettes fiscales à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Cependant, l'objectif n'a pas été atteint. Également, cette taxe a nourri une controverse aussi bien sur le principe de son instauration que sur sa mise en application. Pour les solutions de substitution, la concertation de l'État avec tous les acteurs concernés a débouché sur les mesures suivantes. Les redevances attendues au 15 mai 2012, y compris les estimations d'avril et mai, s'élèvent à 26 milliards de francs CFA, seront versées au trésor public. Maintenant, le gap à combler est attendu du relèvement du volume du trafic, de la réduction des dépenses budgétaires et des résultats attendus des discussions engagées avec les différents opérateurs. À travers ces mesures, le gouvernement entend installer un pacte de confiance avec les opérateurs de téléphonie, les associations de consommateurs et la diaspora sénégalaise plus affectée par cette surtaxe. Le président Macky Sall vient ainsi donc de concrétiser une de ses promesses de campagne en faveur de la diaspora avec la suppression de la surtaxe sur les appels entrants, une forte attente des Sénégalais de la diaspora et de leurs familles. Ils se réjouissent aujourd'hui fortement de cette nouvelle mesure. Reportage Ourey Thiam, Ousseynou Sagne. À côté de la prolongation de l'âge limite des véhicules entrants, la suppression de la surtaxe sur les appels entrants était l'une des principales préoccupations des Sénégalais de la diaspora qui pousse aujourd'hui un grand ouf de soulagement au lendemain de son annulation. 6 mois de calvaire pour ces Sénégalais de la diaspora. C'est une bonne nouvelle pour nous en tant qu'immigrés que les appels téléphoniques nous coûtent moins cher. Avant qu'on élimine Global Voice, on utilisait Skype qui est gratuit. Mais maintenant qu'on a diminué le prix des appels téléphoniques, nous pouvons rejoindre nos parents plus souvent. Et c'est un premier pas de la part du gouvernement du Sénégal. Et j'espère que ça va être le premier pas pour une longue collaboration avec le président de la République, Macky Sall. Je dois dire que c'est une très bonne nouvelle pour nous les émigrés qui vivons aujourd'hui une situation extrêmement difficile avec la crise. Le gouvernement nous a fait une très bonne surprise en levant cette
surtaxe qui pour nous vraiment était la goutte d'eau de plus, parce qu'aujourd'hui la situation que nous vivons ici en Europe est extrêmement difficile. Nous remercions le gouvernement Macky Sall qui vient de s'installer et nous espérons que d'autres nouvelles aussi bonnes vont suivre pour les émigrés. Beaucoup de Sénégalais ne pouvaient plus supporter le coût exorbitant des appels téléphoniques vers Dakar. Conséquence, d'autres pistes comme Skype étaient explorées. La diaspora sénégalaise n'a pas tari d'éloge à l'endroit du nouveau gouvernement qui vient de leur enlever une épine du pied. Célébration ce mercredi de la Journée internationale des infirmiers, prétexte pour revenir sur les problèmes de ce secteur. Les blouses blanches ont lancé un appel à l'État. Kaltoum Gueye. Le métier d'infirmier n'est pas de tout repos. Être infirmier, c'est avant tout être disponible pour ses patients. L'infirmier a une importance capitale dans une structure sanitaire. Il est présent en amont et en aval dans la prise en charge des malades. L'infirmier d'État joue un rôle très important. Il est en même temps le médecin, il est ORL, il est sage-femme. Combien d'infirmiers ont tenu des maternités rurales? Combien d'infirmiers ont des homonymes au niveau de certains villages ou bien de certains qui? Des infirmiers sont restés dans des zones jusqu'à devenir maires là-bas. C'est parce qu'ils ont joué un rôle important au niveau de la population. Les infirmiers d'État sont très considérés, au contraire. Des difficultés sont notées dans le secteur de la santé. Un déficit de personnel qualifié dans les hôpitaux, entre autres. Il y a la surcharge de travail, parce que nous ne sommes pas en mesure, en tout cas, d'être en norme, en tout cas selon les normes de l'OMS, qui dit que tant d'infirmiers par rapport à tant de lits ou bien tant d'infirmiers par rapport à tant de population. Et il y a un déficit criard de personnel infirmier en tout cas dans le système. Là, donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a une surcharge de travail. Et d'autre part, c'est en rapport avec les plateaux techniques. Si l'individu, en tout cas l'agent, veut exercer et qu'il n'a pas en tout cas le matériel nécessaire pour pouvoir exercer dans les règles de l'art, en tout cas sa profession, là aussi ça peut poser problème. Une horde des infirmiers pour assainir le secteur. Pourquoi pas? En tout cas, cette idée est partagée. Pour que cela cesse, il faut qu'il y ait d'abord mettre des garde-fous. Mais faudrait-il encore qu'il y ait un ordre des infirmiers au Sénégal pour pouvoir organiser la profession? Je ne dirais pas que la création d'ordre pourrait solutionner tous les problèmes, mais au moins l'ordre pourrait apporter pas mal de choses dans ce cadre. Dans le cadre de l'organisation, bien sûr, de la profession, mais bien sûr être là en veille pour au moins circonscrire le champ d'exercice de la profession. Au Sénégal, chaque année, il y a sur le marché du travail plus de 300 nouveaux infirmiers diplômés. Mais ces derniers ont du mal pour s'insérer dans la fonction publique. Un appel est lancé à l'État pour changer l'état des choses. Au chapitre santé toujours, la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar compte 5 nouvelles agrégées. Elles ont passé avec brio la session 2010 du CAMES en leur honneur et pour leur rendre hommage. L'association des femmes médecins du Sénégal a tenu à les récompenser symboliquement. C'était en présence d'une pionnière au concours de l'agrégation, professeure Eva Marie-Colsec, le ministre de la Santé, Oumar Diaw. Ces baobabs de bronze minuscules sont pourtant le reflet peu trompeur de larges connaissances. L'agrégation, 5 baobabs, 5 femmes médecins agrégées lors de la session 2010 du CAMES. Émotion, fierté et humilité. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment d'accomplissement, parce que j'ai évolué dans ma carrière et c'est le but de toute personne qui poursuit une carrière, d'évoluer. Et puis en tant que femme sénégalaise, en tant que femme sénégalaise médecin, de montrer que voilà où peut arriver une femme médecin sénégalaise. Il y a eu beaucoup d'autres femmes avant moi et je suis fière d'avoir suivi leurs traces. Le savoir confère la sagesse. Dans nos pays, être femme est déjà un fardeau. Être en plus médecin est un autre challenge digne d'une série télévisée mémorable. Parfois, la fiction est proche du réel. Comment y arriver sans le soutien de l'entourage? Cela ne s'est pas fait tout seul, il faut le reconnaître. Il y a eu l'appui de la famille, surtout des enfants, l'appui des amis, des collègues, de tous nos parents. Vraiment, c'est un soutien massif.
Dans cette assistance, il n'y a ni blouse, ni stéthoscope, ni thermomètre, rien de distinctif. Les femmes médecins réunies dans le cadre de leur association sont venues, femmes et coquettes, rendre hommage à des collègues non moins méritantes que les hommes. De notre temps, on était rares femmes médecins d'abord, rares femmes agrégées. Et je vois que nous sommes en train de fêter une promotion où il y a eu 5 femmes agrégées et 4 hommes agrégés. Donc ça veut dire que les femmes se sont battues et ont beaucoup progressé au niveau donc de la carrière universitaire. Les temps changent, le cercle du savoir s'élargit et il est heureux de compter de plus en plus de femmes dans des domaines pointus. La FEMS entend prochainement rencontrer le ministre pour envisager avec son département une collaboration fructueuse et soumettre quelques doléances, dont un siège. En attendant, chapeau bas, mesdames les professeurs. Voilà, bravo aux femmes. Ousmane Samb de l'AFP a été élu ce mercredi nouveau président du Conseil régional de Dakar avec 39 voix sur 56 à l'issue d'un 3e tour de scrutin qui opposait 3 des 8 prétendants à ce poste. 5 candidats, dont le président sortant Ousmane Badiane, ont renoncé à briguer ce poste à l'issue des 2 premiers tours du scrutin. Voici Ousmane Samb, le tout nouveau président du Conseil régional de Dakar, que je vous propose d'écouter. Ousmane Samb. Ce mandat que nous allons achever, parce que c'est d'un achèvement qu'il s'agit, va s'inscrire naturellement dans la continuité, dans la transparence et surtout dans la concertation avec tous les conseillers et de tous bords. Parce que comme vous l'avez remarqué tantôt, tous les conseillers dans leur totalité sont des conseillers qui transcendent en tout cas les problèmes l'esprit partisan et les problèmes de parti. Donc voilà, nous allons travailler en synergie, nous allons faire en sorte que, en tout cas à l'heure du bilan, qu'on ait des résultats probants ici pour la région de Dakar. Voilà le nouveau président du Conseil régional de Dakar, Ousmane Samb. Donc, le Premier ministre a présidé cet après-midi un conseil interministériel sur le pèlerinage à la Mecque. Le gouvernement qui s'est penché sur la question annonce d'emblée une rupture dans la démarche. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec Cheikh Bamba Gueye. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a présenté son rapport final sur la présidentielle de 2012 au Sénégal. Le rapport rassemble les observations relevées par les experts de la mission. Il est assorti de recommandations pour le processus électoral à venir, notamment les prochaines législatives. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi au Radisson. Fantabachi. C'est un document d'une 60aine de pages contenant tous les détails de la présidentielle 2012 au Sénégal. Aucun aspect du processus électoral n'est occulté par les observateurs européens. La mission avait déjà constaté une élection libre, transparente et régulière. Elle propose ici des recommandations en vue des prochaines législatives. Que les représentants des partis politiques bénéficient d'une formation distincte. Pour mettre fin à l'opacité qui entoure le financement des partis politiques et celui des campagnes électorales, il est impératif d'instaurer un mécanisme de financement public des partis politiques et des candidats. La mission recommande une profonde révision du cadre légal d'enregistrement des candidatures. Les délais actuels de délibération et de réclamation privent les candidats d'un recours effectif. La mission a par ailleurs recommandé la suppression effective des cartes d'électeurs. Nous encourageons par ailleurs le débat sur l'opportunité de supprimer les cartes d'électeurs, que les cartes d'électeurs non retirées soient détruites. Après la présentation du rapport final, la mission a rencontré les différentes entités du processus électoral pour leur soumettre les recommandations proposées dans le document. La mission d'observation électorale de l'Union européenne avait déployé 90 observateurs sur tout le territoire national pour suivre l'ensemble du processus électoral de la présidentielle 2012 au Sénégal. La Suisse et le Sénégal mettront en place un projet sur la justice juvénile dans notre pays en novembre prochain. C'est ce qui ressort des consultations sur les droits humains entre les deux parties. La rencontre qui s'est tenue ce matin au ministère des Affaires étrangères a été présidée par le ministre de la Justice et l'ambassadeur chargé des droits humains en Suisse. C'est un reportage de Samba Mangane. Si la Suisse, connue pour son attachement aux droits humains, a choisi le Sénégal pour lancer l'idée d'un dialogue sur ces droits, c'est parce que les deux pays ont la même vision dans ce domaine. Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, a,
en présence des autorités du ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, soulignait que le Sénégal a ratifié les instruments relatifs aux droits de l'homme avec une attention particulière pour la justice juvénile. Cette convention dispose que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. Partageant entièrement ces idéaux, notre pays a mis en place un dispositif législatif en adéquation avec ses engagements internationaux et des institutions qu'il veut rendre les plus adaptées à la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi ou en danger. L'ambassadeur chargé des droits humains en Suisse, chef de la délégation helvétique, s'est dit ravi du lancement du dialogue sur les droits de l'homme entre son pays et le Sénégal. Il a tenu à informer les autorités sénégalaises de la mise en place bientôt du premier projet sur la justice juvénile au Sénégal. Nous sommes d'avis que ce dialogue peut être un succès uniquement grâce à la volonté des deux parties à s'engager ouvertement dans un véritable dialogue sur toutes les questions d'intérêt commun. Nous sommes convaincus que les deux délégations profiteront des connaissances et des expériences particulières des experts des autres ministères et experts externes qui complètent en général les délégations respectives. Les consultations régulières qui se tiennent normalement sur une base annuelle sont accompagnées des échanges, comme j'ai dit, entre des experts, mais aussi des projets de renforcement de capacités. Ce premier projet dont vous avez parlé sur la justice juvénile se présente d'ores et déjà très bien et nous sommes heureux de pouvoir l'entamer et de véritablement le commencer en novembre de cette année. L'ambassadeur chargé des droits humains en Suisse a félicité le Sénégal pour la maturité dont son peuple a fait montre lors de l'élection présidentielle passée. Il a anticipé sur les législatives de juillet prochain qui annoncent, selon lui, des mutations dans la scène politique sénégalaise. Sur l'international, en France, le nouveau Premier ministre a pris fonction ce matin. Jean-Marc Ayrault a par la suite annoncé la composition du gouvernement. À retenir que Laurent Fabius revient aux affaires. Il est nommé ministre des Affaires étrangères. Pierre Moscovici est le ministre de l'économie et des finances. Manuel Valls est nommé ministre de l'Intérieur et Christiane Taubira est en charge de la justice. Matassi Diallo en appelle aux hommes d'affaires sénégalais pour qu'ils investissent le secteur de l'industrie. Le ministre en charge de l'industrie a lancé cet appel hier au terme d'une visite de prise de contact aux ICS, les industries chimiques du Sénégal, à Darou Khoudoss. Reportage Alassane Diédhiou. La visite aux industries chimiques du Sénégal de Matassi Diallo a permis au ministre en charge des industries de prendre un premier contact avec le personnel de cette entreprise gigantesque, levier incontournable de l'économie sénégalaise. Sur place, à Teben, Matassi Diallo et sa délégation ont visité le chantier de débourbage et la laverie. Temps fort de cette visite, l'étape de Darou 2, site d'installation de l'usine de production d'acide phosphorique, un produit chimique grâce auquel on fabrique l'engrais. Au terme de cette visite, le ministre en charge de l'industrie livre ses impressions. Je suis très impressionné par la dimension de cette usine que je ne croyais pas aussi grande et des activités diversifiées parce qu'il y a des produits, ce n'est pas seulement le phosphate qu'on a ici, mais il y a des sous-produits qui peuvent servir le développement du pays. Ce que je souhaite, c'est que le privé sénégalais soit plus présent dans le tissu industriel sénégalais. Les Sénégalais ne doivent pas seulement s'intéresser au commerce import-export, mais doivent s'intéresser au tissu industriel, à l'industrialisation de ce pays pour augmenter les exportations et diminuer, contrer les importations pour que la balance commerciale soit, si elle n'est pas excédentaire, qu'elle soit au moins équilibrée. Sur un tout autre registre, Matassi Diallo a été interpellé sur la situation d'une quarantaine d'ex-employés des ICS ayant perdu leur emploi suite à un conflit social. Ces 41 personnes ont porté plainte devant l'inspection du travail et ils
ont été déboutés, ils sont allés au tribunal, ils ont été déboutés, ils ont fait appel, ils ont été déboutés par le tribunal. Or, nous sommes dans un pays de droit où la magistrature est indépendante et que les problèmes doivent se régler à ce niveau-là. Ils ont été réglés à ce niveau-là. Donc, on ne peut rien exiger de l'usine sinon que négocier. Dernière étape de cette visite, Rondio, site où les ICS déchargent les déchets issus de la production des acides. Ici, Matassi Diallo a pu constater de visu que les normes environnementales sont respectées et que les populations riveraines ne sont pas en danger. Cette visite du ministre en charge de l'industrie intervient dans un contexte favorable aussi bien sur le plan financier qu'au niveau de la production au sein des ICS. 4 ans après la recapitalisation, le tableau évidemment se présente de façon différente. Nous avons réussi à stabiliser la production. Tous les engagements de l'entreprise, notamment les remboursements de la dette vis-à-vis des fournisseurs, tous ces engagements sont respectés. Le retour des ICS à une situation meilleure sur le plan de santé financière et à une production croissante est une bonne nouvelle pour l'économie nationale, compte tenu de la place qu'occupe cette entreprise en termes d'apport au produit intérieur brut sénégalais. Les travaux du Millennium Challenge à Coin Sénégal, MCA, dans la zone nord seront finalisés d'ici à juillet 2015. Les appels d'offres pour la route nationale numéro 2, le pont de Djoum et le projet d'irrigation dans le Delta sont presque tous bouclés. C'est la principale information tirée de la réunion ordinaire du comité des parties prenantes du MCA tenue à Saint-Louis. C'est un compte-rendu de Ibrahima Diallo. Il s'agit pour le Millennium Challenge de rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction du pont de Ndjoum, de la réhabilitation et de l'élargissement de la Nationale 2 entre Richard Toll et Ndjoum et de la mise en œuvre du projet d'irrigation et de gestion des ressources en eau dans le Delta. Des chantiers phares que le MCA compte livrer d'ici à juillet 2015. Nous avons pour tous les deux projets bouclé l'essentiel des études qui doivent préparer donc les dossiers d'appel d'offres. Pour le projet donc, de réhabilitation de la route nationale numéro 2, nous avons terminé les dossiers d'appel d'offres. Nous avons même lancé l'appel d'offres pour le pont de Ndjoum. Et on vous l'a annoncé tout à l'heure, en mi-juin, on aura les dossiers donc, déposés par les entreprises. Et en ce qui concerne le projet irrigation, nous avons déjà lancé l'appel d'offres pour la cuvette de Ngalenka. Et dès demain, nous allons recevoir les offres pour les entreprises qui donc auront à déposer une candidature pour la réalisation de cette cuvette de Ngalenka. Organe consultatif du MCA, le comité des parties prenantes a un rôle de suivi et surtout d'appui technique. À cet effet, cette réunion ordinaire permet à ses membres de mesurer l'impact des projets en cours d'exécution. L'impact est beaucoup plus visible au niveau des communautés rurales, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'au niveau des communes. Parce que pour nous, communes de Dagana, il y a les passerelles qu'on doit mettre au niveau de la RN2, parce que vous n'ignorez pas que la RN2 traverse maintenant la commune de Dagana. Donc peut-être que c'est à ce niveau qu'il y a eu un impact pour ce projet. C'est un projet important parce qu'il s'agit à ce moment-là d'aider les populations à s'autosuffire à la production de riz. Je pense que le niveau d'information, en tout cas, que nous avons reçu, que ce projet est en très bonne voie et que les populations, en tout cas, peuvent être tranquilles. Cette réunion ordinaire participe de la volonté du MCA de placer les populations bénéficiaires au cœur de ce projet à dimension sociale. Cela va certainement faire de la zone nord un pôle de développement. Ce communiqué du CNRA relatif à la violation des dispositions du code électoral sur la pré-campagne, il résulte du rapport de suivi et d'écoute du service de veille du CNRA en date du 15 mai 2012 que certains médias de l'audiovisuel et de la presse écrite ont diffusé et publié des reportages et des articles relatant des manifestations et déclarations publiques de soutien à des listes de candidats aux élections législatives du 1er juillet 2012. Le CNRA tient à rappeler qu'en application des dispositions de l'article L63 du Code électoral, toute forme de déclaration publique de soutien direct ou indirect contenue dans un discours, une émission interactive, une chanson, un spot publicitaire fait au profit d'une liste de candidats aux élections législatives du 1er juillet prochain est interdite durant
durant cette période de pré-campagne allant du vendredi 11 mai 2012 à 0h au samedi 9 juin 2012 à minuit. En conséquence, l'Assemblée du CNRA donc invite les professionnels des médias à veiller scrupuleusement au respect de cette règle interdisant la propagande déguisée sous peine de sanctions prévues à l'article L63 du Code électoral et à l'article 26 de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 signée à l'Assemblée du CNRA. Le taux d'absorption global des ressources extérieures de cette année est de 72%, une nette progression du Sénégal par rapport aux autres années et ce qui fait de notre pays un exemple dans toute la sous-région. Tchouroudia. Le niveau d'absorption des ressources financières allouées par les partenaires est un indicateur de performance économique. Pour l'année 2010, le Sénégal affiche un taux de 72% de crédits utilisés, signe d'une maîtrise de la planification, du suivi et évaluation des projets et programmes nationaux. Nous avons avec l'ensemble de la communauté des bailleurs un partenariat très actif avec une cellule qui a été mise en place au niveau du ministère de l'économie et des finances et qui permet d'évaluer justement, disons, le niveau d'absorption des ressources extérieures. Il y a des insuffisances liées d'une part au fait que certains bailleurs ont encore des procédures qui ne, disons, cadrent pas avec l'esprit de la déclaration de Paris et à ce niveau il faudra apporter des correctifs. L'utilisation des fonds disponibles intègre une dimension bonne gouvernance sans laquelle la satisfaction de la demande sociale est impossible. Dans certains pays, c'est pas 20%, au-dessous de 20%, 14, 12, 16% pour des portefeuilles. Je crois que si on traîne avec 72%, je pense que c'est honorable. Pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations, l'utilisation des fonds attribués par les partenaires doivent répondre aux critères d'efficience et d'efficacité. C'est tout le sens du suivi-évaluation. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a présenté hier à Dakar le rapport 2012 sur le développement humain en Afrique. Le rapport met l'accent sur la sécurité alimentaire, un défi à relever par nos pays au moment où l'Afrique enregistre des records mondiaux en matière de taux de croissance économique. La cérémonie a été présidée par le ministre des Finances, Amadou Kane, Ibrahima Fall Junior. Pendant longtemps, le continent africain a été présenté sous des clichés sombres, désolants et pire, sous un visage déshumanisant. Pourtant, le continent a tout pour vaincre le spectre de la famine, de la malnutrition qui hante certaines régions au moment où les autres continents ont atteint la sécurité alimentaire depuis longtemps. Le rapport présenté simultanément à Dakar, Nairobi et en Afrique du Sud rappelle qu'au cours de ces dernières années, les pays africains ont enregistré la meilleure progression sur l'index de développement humain de l'ONU. Pourtant, le nombre d'enfants souffrant de malnutrition est plus haut qu'il y a 10 ans et s'élève à 55 millions. Un Africain sur 4 est sous-alimenté, ce qui représente 218 millions de personnes. Des chiffres qui renseignent sur l'absence et ou sur les mauvaises politiques en matière de gestion des ressources, mais également sur les programmes peu performants de protection sociale. Si les sécheresses et les mauvaises récoltes constituent les causes immédiates de crise alimentaire en Afrique, les causes structurelles sont plus profondes. Il s'agit notamment des mauvais choix de politique, comme rappelé tout à l'heure, la faiblesse des institutions, le dysfonctionnement des marchés, qui sont donc à la base de l'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. L'appel à l'aide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et du HCR et de l'UNICEF à la communauté internationale pour secourir plus de 15 millions de personnes qui souffrent de malnutrition et de la sécheresse dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest conforte, s'il en est besoin, le PNUD dans son rapport 2012. En ce qui concerne le Sénégal, les autorités gouvernementales ont traité les quelques cas observés avec diligence. L'ampleur de cette crise au Sénégal, que je maîtrise le plus, est à peu près, on pourrait dire qu'à peu près 806 000 personnes sont menacées par la crise alimentaire. Mais je peux dire qu'il y a eu quand même des réponses et la mobilisation du gouvernement par rapport à cette situation. Malgré donc ces avancées, il convient de reconnaître que beaucoup de contraintes subsistent. Je ne doute pas que le présent rapport, après avoir fait l'état des lieux en Afrique, nous offrira de nouvelles perspectives en nous informant des bonnes pratiques à travers le continent. C'est par le partage des connaissances
et des expériences que nous arriverons à mettre en place des mécanismes efficaces pour relever nos défis communs. Il est grand temps d'éradiquer la faim et la famine en Afrique subsaharienne, pouvait-on lire sur le rapport 2012 du PNUD. Il suffit juste de revoir notre approche de développement pour atteindre la sécurité alimentaire, à l'image du reste du monde. Fatick a abrité la 5e édition de la prière traditionnelle de Salatou Taspieu. Elle s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, Ali Koto Ndiaye. Des centaines de fidèles y ont pris part, nous dit Maman Moussagnan. C'est au quartier Ndoukou que s'est déroulée la traditionnelle prière. Des centaines de fidèles ont pris part à cette 5e édition du Juli Salatou Taspieu. Une prière de 4 rakas qui rappelle les bienfaits du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dirigée par l'imam Ratib de la mosquée de Fatick, El Hadj Mamadou Mbeng. L'événement s'est également déroulé en présence du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes Ali Koto Ndiaye, du directeur de cabinet adjoint du président de la République. De nombreuses autorités politiques et religieuses de la région de Fatick, venues représenter le khalife général des Tidjanes, Serigne Sid Ahmed Tidjane Sy, est revenu sur le sens de cette prière qui renferme de nombreuses vertus, des qualités pour tout musulman. Au cours de la conférence qu'il a donnée, Serigne Dame Gueye a appelé les musulmans à l'unité, à la solidarité pour faire du Sénégal un pays émergent. Le conférencier s'est ensuite appesanti sur les principes de l'islam, a invité les fidèles à les respecter. Serigne Dame Gueye leur a enfin demandé de prier pour le Sénégal, pour son nouveau président Macky Sall, un fils de Fatick. La cérémonie religieuse a pris fin à travers des prières pour un bon hivernage. Culture toujours, un regard sur Abidjan, c'est l'intitulé de l'exposition qui se déroule depuis quelques jours au siège d'Eiffage Sénégal. Elle réunit 5 jeunes artistes ivoiriens invités à prendre part au volet off de la 10e Biennale d'art africain contemporain. L'événement est un hymne à la vie artistique abidjanaise qui est plus que jamais dynamique après une décennie de crise au Mindour. Plus qu'un simple regard, cette exposition pourrait aisément être qualifiée de déclaration d'amour enflammée à la capitale économique ivoirienne. J'adore mon pays, j'adore Abidjan et voilà. Aboudia fait partie des artistes invités à cette exposition intitulée Un regard sur Abidjan. 5 jeunes talents qui symbolisent le dynamisme actuel de leur ville. J'étais très heureux, après quelques années, de trouver une scène artistique extrêmement vibrante, vivante, intéressante. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai intitulé le texte que j'ai écrit pour accompagner l'exposition « Choisir, c'est renoncer ». Car à Abidjan, le talent ne fait pas défaut. Et après une décennie de crise fratricide, il s'exprime avec une frénésie catharsique. Le pardon et la réconciliation ont fertilisé la création artistique et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes des témoignages vivants de la vie artistique en Côte d'Ivoire. Abidjan qui dans cette expo est une fenêtre ouverte sur toute la Côte d'Ivoire et ses plaies est donc plus que jamais vivante à travers son histoire, ses marchés, ses enfants des rues ou encore ses légendes et mythes. Elle demeure une source d'inspiration permanente pour les créateurs de tout un continent. Si les Africains aujourd'hui commencent à travailler autour de nos grandes villes qui symbolisent énormément autour de l'histoire, autour de la création et tout, c'est fantastique. Fantastique comme l'occasion qu'offre Eiffage Sénégal à ses artistes ivoiriens. Pour eux, cette biennale, même dans son volet off, est un moment exceptionnel de confronter leur travail à d'autres et de mûrir artistiquement. D'esprit dans ce lieu symbolique. Le siège d'Eiffage où de grands maîtres comme Ousmane Sow, Darilou ont exposé, pour moi c'est un honneur et en même temps c'est un défi. Il faut que je perpétue, je continue toujours à développer mon travail. Ces jeunes artistes, on est allé les chercher pour qu'ils viennent premièrement s'inspirer du travail que font les artistes sénégalais et pour eux se donner aussi un autre regard sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont capables de faire. Mais en attendant le fruit de leurs inspirations sénégalaises, ces 5 artistes ivoiriens nous convient à partager le regard pictural qu'ils jettent sur Abidjan. C'est jusqu'au 30 mai au siège d'Eiffage.
Nous parlons toujours de la Biennale Dakar de 2012, hommage au maître. Il s'agit de l'artiste Pape Ibra Tall, connu pour ses tapisseries qui ont fait le tour du monde. Une exposition rétrospective de sa carrière se tient à la place du souvenir. Le vernissage s'est fait en présence de Youssou N'Dour, le ministre de la Culture, Oumar Diaw. C'est un vibrant hommage que la section sénégalaise de l'Association des artistes plasticiens a rendu à Pape Ibra Tall de son vivant. Précurseur à l'œuvre gigantesque, homme de l'art et maître incontesté. Cher maître, si le Sénégal, notre cher pays, rayonne dans le concert des nations, en partie vous êtes acteur, aux côtés de noms aussi prestigieux que Léopold Sédar Senghor, avec l'avènement du premier Festival mondial des arts nègres d'avril 1966. Cette exposition hommage est une rétrospective de plus de 50 ans d'un travail acharné et minutieux. On découvre des photos d'une autre époque déjà avec les présidents Senghor, Diouf et d'autres célébrités de la planète. Il y a surtout des peintures entre le figuratif et l'abstrait et des tapisseries, domaine qu'il a le plus fait connaître et dans lequel il excellait. À cette cérémonie, l'homme de 77 ans n'a pas pris la parole. Il est resté silencieux. Le silence est d'or et il constitue un hommage que la parole rend à l'esprit. Il a écouté attentivement les autres, dont une de ses petites filles. Mambougo, le magnifique, le généreux, le gourmet, le mélomane, le passionné, l'engagé et l'esthète. Voilà ce que nous avons entendu et vu de toi depuis nos premiers pas. Parler de cet illustre grand-père est un exercice difficile. Cette reconnaissance familiale est certainement permanente. Parmi les invités, une grande sœur, une admiratrice, pour qui l'homme que l'on célèbre appartient au monde. C'est ta toile qui reçoit les invités aux Nations Unies. Je dois partager l'hommage qui t'est rendu parce que je suis de ta famille. À partir de 1989, le talentueux Tall Pape Ibra est nommé directeur général des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Voilà que maintenant, arrivé sur le dernier col d'une vie colorée, on songe à l'immortaliser. Je ne sais pas pourquoi les gens ont tardé à donner le nom de cette manufacture au maître pour l'appeler manufacture Pape Ibra Tall. Nous avons l'intention, dans le cadre du projet culturel qui doit s'amplifier autour du Sénégal, de remettre en selle cette manufacture. Cette belle perspective n'est que la juste reconnaissance du mérite d'un homme qui a consacré l'essentiel de sa vie à la création artistique. De la sérigraphie à la tapisserie, en passant par la peinture et la céramique, Pape Ibra a partout démontré sa maîtrise. L'hommage de ses pairs à cette 10e biennale est sûrement allé droit au cœur du patriarche, ce patrimoine vivant et éternel comme l'artiste. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de la Communication. La Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information sera célébrée demain dans le monde. Toutefois, le Sénégal a décidé cette année d'organiser les activités relatives à cette journée les 28 et 29 juin prochains, conjointement avec l'organisation du Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Une rencontre qui sera préparatoire au prochain Forum international sur la gouvernance de l'Internet qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan. Le thème retenu cette année par l'Union internationale des télécommunications et les femmes et les jeunes filles dans l'éthique. Pour rappel, le Sénégal avait célébré le mois dernier la journée consacrée à ce thème. L'ambition des autorités du Sénégal, c'est utiliser le potentiel offert par l'éthique pour ouvrir de nouvelles opportunités à la jeunesse et particulièrement aux jeunes filles pour leur permettre d'occuper la place qui leur revient de droit dans la société de l'information. Juste après ce journal, une petite page publicitaire, puis tête-à-tête avec René Massiga Diouf sur les perspectives africaines de la présidence française. Il revient avec ses invités sur la France-Afrique, l'immigration, entre autres sujets. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.
bàyyeekoo fii ci sàmmkatu Sénégal yi Kam Diagan lait meew bu mucc ayib rek kay meew bu ñu defaree fii ci Sénégal te wàccoog tëral ñu defar meew yi gën ci àdduna bi boole ci paquetu Tetra Pak bii ñu ko ëmbee tax ñu mën koo denc lu yàgg Kam Diagan lait moo leen di may caf ka meew dëgg rax ci dolli di yokkal njaboot ji yépp njëriñu meew bi seen wér gu yaram soxla